Cultination, bonjour. Si la série Game of Thrones a mis en évidence une chose dans la royauté, c'est bien l'inceste. Rapport entre neveux et tantes, entre cousins et cousines, mais aussi entre frères et sœurs. Mais s'il s'agit uniquement de fiction, qu'en était-il dans la réalité? Eh bien aujourd'hui nous allons vous parler des élites consanguines. Avant tout, petit avertissement, cette vidéo peut heurter certaines sensibilités au vu des sujets qui y seront traités. Ainsi, si vous avez du mal avec l'inceste, nous préférons vous avertir. Cette vidéo n'est pas là pour justifier, inciter ou promouvoir ce type de relation. Sur cette bonne chose de dite, commençons sans plus tarder la vidéo. Maison de Habsbourg. Si les unions consanguines étaient courantes dans les familles royales européennes, les Habsbourg espagnols ont placé la barre très haut au cours de leur règne. Entre 1516 et 1700, 9 des 11 unions célébrées au sein de cette puissante famille étaient consanguines. Et c'est précisément ce qui causa sa chute. La dynastie des Habsbourg était connue pour ses traits physiques récurrents et particuliers d'une génération à l'autre. La fameuse mâchoire des Habsbourg est principalement caractérisée par un fort prognatisme, c'est-à-dire le menton en avant, ajouté à un nez pointé vers le bas et une lèvre supérieure proéminente, signe d'une particularité médicale appelée déficience maxillaire. Elle caractérise la plupart des membres de cette puissante dynastie royale. S'il y a quelques siècles, on pouvait expliquer cette évolution physique chez les Habsbourg, aujourd'hui, des études scientifiques mettent en avant un rapport entre la consanguinité et la déficience physique de la famille. En effet, les Habsbourg, c'était avant tout une tradition de consanguinité avancée. Afin de conserver le pouvoir et la gloire et de s'assurer une longévité au sommet, l'inceste est devenu le mode d'union des Habsbourg. Toutefois, cette ruse s'est avérée destructrice pour la famille car, plus qu'une pratique moralement condamnable, c'est avant tout une pratique ayant des conséquences sur le développement du corps humain. Une étude scientifique parue dans la revue Annals of Human Biology montre que les malformations physiques des souverains Habsbourg, connus sous le nom de prognatisme habsbourgeois, sont dues à ces relations consanguines répétées au fil des générations. En étudiant 20 générations, les chercheurs ont établi une corrélation entre ces malformations et le degré de consanguinité. Ils ont recruté 10 chirurgiens maxillo-faciaux pour diagnostiquer la déformation faciale dans 66 portraits de 15 membres de la dynastie. Ces derniers ont repéré chez quel souverain que les caractéristiques étaient les plus prononcées. Maximilien Ier, Marguerite d'Autriche, Charles Ier d'Espagne, Philippe IV d'Espagne et enfin Charles II d'Espagne, qui clôt la lignée. Et quand on dit qu'il la clôt, c'est réellement le cas. En effet, les générations se succèdent. Plus les troubles sont importants, jusqu'à atteindre un niveau alarmant, Charles II, cette consanguinité l'a plus qu'affecté. Il est sans doute le plus touché. Langue énorme qu'il faisait baver tout le temps, incapacité à parler avant 4 ans, de lire avant 10 ans. Atteint du syndrome de Klinefelter, anomalie des chromosomes sexuels, avant que le dénommé Klinefelter ne découvre l'existence du dit syndrome, il a vécu une vie d'enfer avant de mourir à 39 ans, emportant avec lui la fin du règne familial. Ainsi, le secret de la longévité des Habsbourg sur les trônes est devenu, au fil du temps, une malédiction. Trop consanguine pour suivre, la famille a été amenée à sa perte. Maria Ier, dite la pieuse du Portugal. Cette histoire est moins déroutante que la précédente, car il s'agit d'un inceste en particulier, et non d'une tradition familiale. Marie Ier, dite la pieuse au Portugal, mais surnommée la folle au Brésil, est une reine qui a été mariée à son oncle Pedro, le frère cadet de son père. Ceci avait pour but d'éviter un mariage avec un prince étranger qui pourrait revendiquer le royaume du Portugal avec les guerres qui habituellement résultaient de ces situations. Marie accepta son oncle comme mari, qui avait 18 ans de plus qu'elle, mais qui était un homme bon, qui lui donna beaucoup de soutien et avec qui elle s'entendait bien. Elle fut une reine appréciée du peuple durant les 10 premières années de son règne. D'une grande piété, Maria refuse, par scrupule religieux, de faire vacciner ses enfants. Seulement, après la perte de son époux, 2 de ses enfants vont attraper une terrible maladie et rejoindre leur père dans l'autre monde. Suite à cet événement, Maria va perdre la tête et sombrer dans une profonde démence. Obsession religieuse et habit de petite fille, le quotidien de Maria change radicalement. Et la voilà qui se met à réagir et à vivre de manière particulière. La descendance de Louis XVI. Faut-il réellement présenter Louis XVI ? Le roi soleil, l'investisseur de Versailles. Mais qu'en est-il de ses enfants? Mis à part le dauphin, mort à l'âge de 49 ans de la variole, aucun des 2 autres fils et des 3 filles de Marie-Thérèse d'Autriche et Louis XVI ne survivra à l'enfance.
Ils étaient tous très fragiles. Une seule fille dépassera sa première année, mais elle s'éteindra à l'âge de 5 ans. A contrario, dans le même temps, les enfants illégitimes que Louis XVI sème parmi ses maîtresses se portent très bien. L'une des raisons probables de la perte des enfants du couple souverain, la consanguinité. En effet, roi et reine sont doubles cousins germains et leurs enfants, fragiles, succombent à diverses maladies, alors que ceux des maîtresses, non. Pas difficile de relier les points. Cette consanguinité à l'extrême en est sûrement à l'origine. Sauf que l'église, elle, avance plutôt des thèses liées au châtiment divin infligé au roi pour avoir trompé sa femme à tout va. Alors, châtiment divin ou résultat d'une relation beaucoup trop incestueuse? Ferdinand Ier d'Autriche. Ferdinand Ier d'Autriche, neveu de feu Marie-Antoinette d'Autriche, guillotiné 60 ans après sa naissance, est un descendant de la dynastie des Habsbourg. Ainsi, il présentait des traits physiques correspondant à ceux de sa famille éloignée. Il avait lui aussi ce problème de langue qu'on retrouvait chez Charles II et bavait sans discontinuer. Une pathologie que l'on peut là aussi relier avec la consanguinité. En effet, Ferdinand, né en 1793, est le résultat d'une union incestueuse. Son père et sa mère étaient cousins. Il semblerait qu'à la naissance, le crâne de l'enfant était rempli d'eau. C'est ce qu'on appelle l'hydrocéphalie. Le fait est que ce problème d'ordre neurologique a entravé son développement cognitif. Ferdinand souffrait aussi d'épilepsie et de rachitisme. Malgré ses déficits, Ferdinand a régné et est resté à la tête de l'Empire d'Autriche durant 18 années. Sissi l'impératrice. A l'instar de Romy Schneider, qui l'a interprété au cinéma, la charmante impératrice Sissi était dépressive et anorexique. Elisabeth, de son vrai nom, s'était, elle aussi, mariée avec un cousin, afin d'accéder à la tête de l'Empire d'Autriche. Son cousin, le jeune empereur François Ier, s'éprend de la jeune femme. Alors qu'il célèbre ses fiançailles avec une autre femme, Hélène en Bavière, François aperçoit au loin sa cousine Germaine et en tombe éperdument amoureux. Il la demandera en mariage dès le lendemain. Toutefois, leur romance, bien que discutable, nous vous l'accordons, sera teintée de noir. Elisabeth est trop jeune, elle souffre de cette vie de château. Elle tombe rapidement enceinte. Elle aura 4 enfants, seulement Sophie, l'aînée, tombera gravement malade jusqu'à en mourir. Elisabeth ne se remettra jamais réellement de ce décès. Très belle, celle qui ne souhaite pas devenir impératrice, mais qui veut profiter des avantages de sa position, est devenue obsédée par la préservation de son apparence, ce qui l'a conduite vers l'anorexique. Mais c'est la mort de son unique fils, Rodolphe, qui la laissera choquée à jamais, ne devenant que l'ombre d'elle-même. Malgré les titres et l'opulence, Elisabeth restera cette souveraine meurtrie. Bien que toute cette tragédie ne soit pas causée par la consanguinité, nous devions de la citer car Elisabeth de Wittelsbach, aka Sissi l'impératrice, est un personnage qui nous est tous connu. Et pourtant, nous sommes très peu à savoir que sa famille était connue pour multiplier les mariages entre oncles et nièces ou cousins et cousines. En tout cas, maintenant, vous faites partie du cercle très privé et fermé de ceux qui savent. George II. George II fut roi de Grande-Bretagne et eut bien d'autres titres. Il fut aussi le dernier monarque britannique né hors de l'Empire, puisqu'il est né et a grandi à Brunswick-Lunebourg dans l'Empire germanique. Mais il est aussi connu pour être le roi ayant un patrimoine génétique à 7,72% consanguin, faisant de lui le roi d'Angleterre le plus consanguin. Si l'on a vu les conséquences des relations incestueuses d'un point de vue médical, George II n'était pas trop affecté par le fait que maman et papa étaient aussi liés par le sang. Il vécut jusqu'à l'âge de 77 ans, profitant du batifolage, de la fornication et de l'argent. Jeanne, la folle de Castille. Quand ton surnom c'est la folle, tu as très peu de chances d'être saine d'esprit. Jeanne de Castille est la sœur aînée de Catherine d'Aragon. Elle s'est retrouvée à la tête du royaume d'Espagne à la faveur des morts dans sa famille. En gros, il y avait une pénurie d'êtres vivants et elle a été choisie par dépit. Elle va s'unir à un Habsbourg. Vous vous souvenez, ce sont nos champions de la consanguinité. Philippe Ier dit lui le beau. Jeanne et Philippe eurent 6 enfants. Toutefois, ce mariage de convenance s'est transformé en mariage d'amour pour Jeanne, qui a malheureusement passé sa vie en femme trompée et s'est retrouvée veuve très jeune. C'est à ce moment précis que Jeanne a perdu la tête et qu'elle a eu droit au surnom de folle. Elle n'avait de cesse de pleurer. Et pendant longtemps, elle a refusé l'inhumation de son époux et de se séparer de sa dépouille. Cette condition mentale lui a valu d'être écartée du trône. La maison de Trastamare, dont Jeanne était issue, était célèbre pour sa tendance à multiplier les mariages consanguins, ce qui pour certains peut expliquer la folie de Jeanne. Pour nous, chez Cultination, on pense que c'est avant tout un terrible chagrin d'amour qui a pu déclencher une démence sous-jacente, plutôt que cela soit uniquement la consanguinité la raison. Et vous, qu'en pensez-vous? La consanguinité est à l'origine de tous les maux?
Louis II de Bavière. Eh oui, le nom Bavière vous dit sûrement quelque chose, on en a déjà brièvement parlé. Et comme vous avez pu le remarquer, les affaires amoureuses royales se cantonnent à un cercle restreint, d'où ces noms qui viennent et reviennent. Héritiers de la dynastie de Wittelsbach, eux aussi célèbres pour encourager l'endogamie familiale, Louis II, qu'on appellera Loulou pour lui signifier notre sympathie, n'a pas eu des premières années de vie très simples. Deux événements marquent cette période. Il perd sa nourrice qui meurt de la fièvre typhoïde quand il a 8 mois, et d'après les spécialistes, ce sevrage brutal et forcé a été considéré comme un choc psychologique. Et en 1848, son grand-père va être obligé d'abdiquer à la suite de la révélation d'une liaison. C'est le père de Loulou qui va prendre le relais. Loulou devient ainsi le prince héritier. Et en bon membre de sa famille, il se fiance avec sa cousine germaine. Le pape de l'époque leur accorde même une dispense papale pour cette union en raison de leur lien étroit de parenté. Grosso modo, il leur donne son autorisation. Seulement, Louis II rêve d'autre chose. Il a fait éterniser la célébration du mariage et finit par rompre ses fiançailles. D'après l'auteur et historien Jean Hadès, Loulou était plus branché mec. Il était homosexuel. Ainsi, comme toute personne homosexuelle de cette époque, il rêvait sa vie plutôt qu'il ne la vivait et se réfugiait dans un monde de fantasmes totalement incompatible avec l'exercice du pouvoir. Il dépensait tout son argent pour fabriquer de jolis châteaux. Face à ces frasques, le gouvernement missionne une commission d'experts psychiatres afin de déclarer Louis II inapte à régner. Finalement, il sera renversé pour aliénation mentale ou originaire Würgtheit, c'est-à-dire folie originaire. En juin 1886, notre Loulou est repêché, mort dans les eaux du lac de Steenburg. Le trône est revenu à son petit frère, lequel a lui aussi été écarté du pouvoir parce qu'il était encore plus dingue. Charles VI, descendant de Saint-Louis et Charles d'Anjou, lesquels s'étaient eux-mêmes mariés à deux sœurs, Marguerite et Béatrix de Provence, Charles VI était issu de 2 siècles de mariage consanguin. En bref, tout comme les autres, avec qui il doit avoir au moins quelques ancêtres communs, Charles se retrouve dans la ligne de l'hérédité morbide et de la consanguinité absolue. Surnommé le bien-aimé, mais aussi le fou, celui qui a régné en France de 1380 à 1422 a perdu l'esprit en 1392 quand, à la suite d'une apparition sur un champ de bataille, il s'est mis à croire à des complots permanents, à tuer des hommes dans un accès de folie et était persuadé qu'il était fabriqué en verre, ce qui nécessitait que l'on équipe sa calèche de coussins pour éviter qu'il ne se casse. Vous voyez le tableau, il a clairement sombré dans la démence paranoïaque. Les épisodes de folie seront nombreux. Bernard Guéné, un agrégé et enseignant-chercheur, a établi une liste non exhaustive de 52 jusqu'à 1422 où c'est la scène de trop. Tout comme certaines figures déjà citées, Charles VI est en proie à la folie. On peut donc se demander si la consanguinité joue aussi un rôle dans l'évolution du psychique. Qu'en pensez-vous? Faites-nous le savoir en commentaire. Votre avis nous intéresse tout particulièrement. La princesse Nayenaena d'Hawaï. Et si on s'extirpait un peu du continent européen pour voir ce qu'il y avait ailleurs? En effet, si l'inceste était démocratisé en Europe, c'était aussi une pratique cool au royaume d'Hawaï. Cette histoire d'inceste va encore plus loin que les précédentes puisque cette fois, il s'agit d'une aventure liant la princesse Nayenaena à son frère, le roi Kamehameha III. Si nous pouvons être choqués face à cette relation entre un frère et une sœur de sang, au moment des faits, personne ne s'en offusquait. Mieux encore, c'était perçu comme une façon de conserver la lignée pure. D'ailleurs, sa demi-sœur était mariée à leur frère, même si les missionnaires chrétiens se sont opposés à ces mariages. Les deux amants, Nayenaena et Kamehameha, ont conçu un enfant qui meurt quelques semaines, voire quelques heures après l'accouchement. Pensez-vous que la consanguinité soit la cause de ce décès? Le pharaon Toutankhamon. Nous ne pouvions pas faire cette vidéo sans le citer. Lui qui figure dans l'une de nos dernières vidéos, n'hésitez pas à aller découvrir l'histoire de son masque funéraire. Je vous mettrai le lien en description. Il s'agit de Toutankhamon, l'enfant roi. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un grand pharaon en raison de son court règne, il doit sa postérité à sa sépulture. Mais qui est-il vraiment? Décédé à seulement 19 ans, le jeune pharaon souffrait de nombreuses complications et maladies. En ce qui concerne les maladies, nous avons l'embarras du choix entre une kyphoscoliose, qui est une déformation de la colonne vertébrale, la maladie de Wilson, cette maladie génétique due à l'accumulation de cuivre dans l'organisme, en particulier dans le cerveau et le foie, le drépanocytose, la peste ou une tumeur des méninges, la tuberculose ou encore le syndrome de Marfan, qui est une maladie héréditaire rare du tissu conjonctif qui provoque des anomalies oculaires,
osseuse, cardiaque, vasculaire, pulmonaire et au niveau du système nerveux central ou encore l'épilepsie. Des scientifiques ont aussi affirmé qu'il avait un pied-botte en raison de l'angle du pied gauche. Toutefois, les nombreuses sandales présentes dans la tombe royale ne montrent aucune usure dissymétrique entre la chaussure droite et celle de gauche. Ce qui semble à peu près certain est que Toutankhamon avait une constitution fragile, des hanches larges et qu'il avait probablement contracté le paludisme. Des traces du parasite de la maladie ont été retrouvées dans sa momie. Des analyses sur la momie montrent que Toutankhamon est le résultat d'un inceste, puisque son ADN montre une consanguinité extensible. En effet, des tests ont permis d'établir que le père de Toutankhamon est le pharaon Akhenaton, époux de la légendaire reine Néfertiti. Toutefois, l'ADN a parlé et indique qu'il ne s'agit pas de la mère du pharaon. L'analyse génétique montre une consanguinité entre les parents qui ne peut exister entre Néfertiti et Akhenaton. La vraie mère du jeune pharaon, dont la momie a été retrouvée, serait en réalité l'une des 4 sœurs d'Akhenaton. Le père d'Akhenaton, le dénommé Amenhotep III, ayant épousé les 3 premières filles, a laissé la dernière Nébat à son fils. Ainsi, cette union serait la clé des pathologies de Toutankhamon. Pour perpétrer la tradition, Toutankhamon a épousé sa demi-sœur, Akhenpamon. Un tel mariage était commun dans l'Égypte des pharaons, mais il n'a absolument pas retenu la leçon. Toutefois, le couple n'a pas de descendance connue. Les archéologues ont néanmoins découvert 2 momies d'enfants morts-nés dans la tombe du jeune roi. Pour en savoir plus sur sa tombe et sa momie, je vous recommande d'aller regarder notre ancienne vidéo sur les découvertes effrayantes de momies qui ont choqué les archéologues. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura plu et enseigné quelques petites choses. N'oubliez pas de lâcher un petit like et d'activer la petite cloche pour être informé de nos nouveautés. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que la consanguinité soit à l'origine des anomalies physiques ou psychiques, voire même morts, des enfants issus de ces couples? Allez, à bientôt sur Cultination.